Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet événement. Il vous est présenté par le groupe de travail IA générative et maintenance du Hub France IA. Le Hub France IA est une association indépendante d'intérêt général dont la mission est d'accompagner l'adoption d'une IA responsable, éthique, souveraine et de soutenir son déploiement en France et en Europe. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui pour échanger sur la thématique de l'IA générative au cœur des opérations, maintenance, industrie et au-delà. Nous allons avoir 3 tables rondes. Ces 3 tables rondes présentes ici avec différents speakers. Et je vous propose que nous commencions dès à présent. Donc merci beaucoup pour cette première table ronde. On... Alors, ah, pardon, excusez-moi, j'ai mon script qui a dérapé et surtout que j'avais une blague. Alors c'est dommage. Donc pendant les 2 prochaines heures, non, pardon, on n'a plus 2 heures devant nous. C'est voilà, c'est cata. On va se pencher ensemble sur la grande question qui agite notre secteur. C'est vraiment la question du moment, hein. Comment la GNI peut-elle nous rafraîchir? Voilà. Donc on a un panel d'intervenants extrêmement qualifiés sur le sujet. Il découvre la question en même temps que moi d'ailleurs. Bon, non, je blague. Alors c'est très très dur de faire des blagues sans vous voir. Déjà, en vous voyant, c'est pas sûr qu'elle marche, mais alors en ne vous voyant pas, c'est absolument catastrophique. Oui, merci beaucoup. Je sais pas qui a applaudi, mais c'est très très gentil de soutenir la personne qui rame comme un malade. Alors, nous, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'aborder des sujets que vous n'avez pas vus dans les 12 dernières tables rondes auxquelles vous avez assisté depuis le début de l'année. Là, et ça, voilà, ça n'arrête pas de tourner, ces tables rondes. D'ailleurs, je pense que vu la localisation géographique de l'ensemble des personnes, vu qu'on est en remote, je pense qu'on n'a jamais vu une table ronde aussi grosse en termes de surface, très probablement, parce que je pense qu'on a des gens qui nous rejoignent de toute la France. Donc, vraiment, la notion de table ronde n'a jamais autant porté son nom. Il y a un mois dans notre webinaire, donc c'était le 13 mai, avec Pauline, Marianne, Luc et François-Alexandre, et tous les participants, qui s'appelait Réussir l'arrivée de la GNI dans votre entreprise. On a posé en quelque sorte les fondamentaux. Il y a un replay qui est disponible, donc vous pouvez tout à fait le prendre une fois qu'on aura fini la table ronde. Euh, on s'était dit qu'il fallait aujourd'hui faire un petit peu des retours d'expérience. Alors, on va vous solliciter, vous qui êtes dans l'Assemblée. On aurait adoré faire le sondage à main levée, mais vous pouvez tout à fait utiliser la conversation pour faire des... Alors, pas la partie question-réponse, mais plutôt la partie conversation. On va tenter un sondage à main levée. Alors, on va pas relever les noms et les envoyer à vos employeurs, hein. Donc, c'est juste pour voilà, sonder un peu le truc. Qui, dans la salle, a déjà des collaborateurs qui utilisent l'IA générative, même de façon informelle. Ah, donc, j'imagine que si vous êtes là, l'IA générative, c'est presque devenu... ok. Bon, ok. Et alors, maintenant, deuxième question. Qui a dans son entreprise un déploiement bien cadré, gouverné, réellement utilisé au quotidien par tout le monde? Ok. On a un tout petit peu moins de réponses de ce côté-là. Donc il y a un petit écart quand même, hein. Et c'est un petit peu ça dont on va parler. On va avancer en 3 temps. D'abord un sujet d'actualité brûlant que peu de gens avaient vu venir, ce que l'IA générative va nous coûter réellement. Et alors au-delà de notre cerveau qui est en train de fondre, et pas que à cause du changement climatique. Euh, Ensuite, on doit se poser la question de qui doit tenir le volant dans le déploiement de l'IA dans une organisation, et on finira par comment vraiment embarquer les équipes. Pour ça, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table ronde.
en faisant en sorte que chacun puisse se présenter. Alors on peut commencer dans l'ordre. Alors Olivier malheureusement a dû nous quitter. Je pense qu'il a dû être pris dans une coulée de chocolat dans son site de production. Et donc je propose qu'on passe à Jonathan. Oui, bonjour à tous. De mon côté, je suis le cofondateur et directeur général de Just AI, qui est un cabinet de conseil d'ingénierie en IA depuis 2020. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a commencé à travailler sur l'IA quand c'était pas encore à la mode comme aujourd'hui. Et donc, on a une ingénierie, une connaissance qui couvre tout le cycle de valeur. Donc, que ce soit la partie récupération de données, entraînement de modèles, machine learning ou modèle de langage formation, déploiement chez nos clients. Et donc, on travaille essentiellement pour les PME et TI en France. On a à peu près 300, un peu plus de 300 clients. Et donc, on opère sur toute la France. Voilà. Merci Jonathan. Mathieu? Hop, eh bien bonjour, merci. Moi, Mathieu Boussard, je suis cofondateur de Craft AI. Craft AI, on existe depuis une dizaine d'années avec la volonté de mettre de l'IA en production. Ça a toujours été le cas. Avec l'arrivée de l'IA agentique et de l'IA générative, bah, la production a un peu changé avec des nouvelles contraintes dont on va parler, je pense, dans la suite. Et puis plus précisément, au sein de Craft, moi je m'occupe de l'IA. Donc on a la chance d'avoir un labo de recherche, donc j'encadre des thèses sur l'IA de confiance, la confidentialité, la robustesse des modèles, l'explicabilité. Et puis sur la partie client, bah, j'accompagne un peu sur les choix techno qu'on va faire euh, quand on accompagne les clients. Merci Mathieu. Luc? Et du coup, Luc Moret, moi je suis chef de projet IA générative chez DataSulting. Donc DataSulting, c'est un cabinet de conseil situé en région Montpellier-Rennes. On est une trentaine de collaborateurs. On travaille sur tous les sujets en lien avec la data et l'IA. Et on a ouvert une business unit dédiée à l'IA générative il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, et dont je fais partie aujourd'hui. Au préalable, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur de la création de solutions d'aide à la prise de décision basées sur des modèles d'IA prédictive, pardon. Donc, c'est un sujet que je connais un petit peu. Et aujourd'hui, effectivement, mon métier consiste à accompagner le développement, le déploiement et la mise en production de solutions basées sur de l'IA générative dans les entreprises PME, ETI essentiellement. Nickel. Merci beaucoup à vous trois. Donc, on attaque avec notre premier sujet, avec des références pseudo-littéraires. Euh, et une question une question de sondage dans l'Assemblée. Qui a déjà comparé sa facture d'API réelle au prix de son abonnement? Si vous avez des abonnements, quel que soit le fournisseur, vous payez peut-être 20, 100, voire 200 dollars, euros par mois, mais le vrai prix, il se cache ailleurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent quel est le vrai prix de leur consommation? Ou alors, si vous êtes en entreprise, est-ce que vous avez des informations sur le coût, puisque c'est la plupart du temps en entreprise, on est sur des coûts directs en API. Est-ce que vous avez déjà une idée du coût, peut-être par collaborateur? Donc là, la conversation, c'est tari. Personne ne veut révéler cette information ultra confidentielle. Ok, 20 euros, ça, c'est le prix de l'abonnement. Raphaël, en revanche, c'est pas le vrai prix. Ça s'obtient de manière un petit peu détournée. Ok, alors pour lancer le sujet, je vous donne juste une toute petite info. Ok, très bien, merci Raphaël. Une toute petite info. Moi qui suis juste consultant indépendant, pour mon usage qui n'est pas de faire du développement, je paye mon abonnement 100 euros par mois et je tourne au minimum entre équivalent coût API entre 2000 et 2300 euros. C'est-à-dire que je flirte avec la limite au-delà de laquelle l'éditeur va me couper va me couper l'accès. Donc le prix qu'on paye, c'est pas du tout le prix réel quand on a un abonnement. Et donc la question qu'on peut se poser et qu'on va
poser à notre panel. Quand l'IA sera vraiment payante, parce qu'elle n'est pas tout à fait encore aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas voir enfin arriver du sérieux dans les cas d'usage? On cherche la valeur, on arrête de se faire plaisir dans d'époques vitrines. Vous le sentez venir ça chez vos clients ou en interne? Qui veut commencer avec cette jolie question? Vas-y, Mathieu. Ouais, elle est assez centrale. Tu as raison, quand on fait de l'IA en entreprise, on facture au token. C'est euh, c'est comme ça qu'on va faire. Et ben très vite, on va faire les maths. Je pense que c'est déjà évoqué précédemment, mais il faut calculer un ROI sur un projet d'IA générative, c'est-à-dire le temps de le faire, le temps de former des gens à utiliser le système, le temps de le développer, et puis le run au token. Et ça, c'est un enjeu qui doit être dans l'équation. Euh, Comme tu l'as mentionné, qui est loin d'être négligeable et qui le sera de moins en moins. Donc, oui, tous les projets qu'on fait, on fait cette équation-là pour montrer au client est-ce que ton projet, voilà, est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'il va t'apporter de la valeur. Et à l'inverse, ça nous arrive de discuter que la personne n'arrive pas à dégager en fait combien ça lui rapporterait d'avoir ce cas d'usage d'IA générative et on ne peut pas mettre en face du prix du token. Donc, soit on y va, mais là, l'acceptation et la pérennité du projet, elle est très, très limitée, quoi, du coup. Donc, oui, on n'a pas encore l'impact que tu as évoqué, mais dans la façon de démarcher, la façon de mettre en place l'IA, c'est quelque chose auquel on fait très attention et qui est très, très bien perçu côté client. Génial, merci Mathieu. Jonathan, je te donne la parole tout de suite, sauf qu'il y a quelqu'un qui a, c'est Conta Revitech, qui a la main levée. Alors je ne sais pas si c'est pour poser une question ou si c'est un reliquat d'une précédente non, voilà, reliquat. Donc merci. Donc Jonathan, à toi. Oui, merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que je veux dire, on n'aurait pas pu le dire il y a une semaine, mais de toute façon, c'est un peu inhérent au secteur IA. Ce qui est intéressant, c'est que le suivi du financement et des modèles économiques va encore énormément bouger, même là en ce moment, puisque pour ceux qui n'ont pas vu passer, il y a donc les Chinois qui ont sorti le modèle OpenWeight GLM 5.2 qui, alors sur certains benchmarks au niveau design est même meilleur que Fable sur certains tests qui sont assez détaillés. Mais pour l'essentiel en usage, alors, sur les benchmarks, ça tourne autour de Opus 4.7, Opus 4.8. Et nous en interne, on le perçoit quand même plus au niveau de 4.8 que de 4.7. En tout cas, c'est le retour de nos équipes d'ingénierie. Et l'avantage, c'est que ces modèles-là, pour le coup, on peut les déployer. Alors, c'est peut-être pas accessible à tout le monde d'un point de vue hardware, mais typiquement, nous, on l'a déjà déployé donc en version Q4, donc en gros à 98% de la qualité de ce que ça fait en poids total. Et ça coûte déjà bien moins cher. Déjà, en utilisant les fournisseurs existants, qui sont pas nécessairement souverains, mais qui existent, on est 10 fois moins cher au million de tokens qu'Anthropic. Alors, l'autre pendant, c'est que ça a tendance à consommer peut-être un peu plus de tokens dans les réponses, mais tous les retours terrain aujourd'hui nous disent que ça vaut le coup et ça a vocation à s'accélérer. Parce que là, on voit aussi, alors c'est un peu l'antithèse, hein, on a, d'un côté, on a les hyperscalers qui donnent l'impression de subventionner, et puis de l'autre, on a ces modèles-là qui commencent à accélérer quand même nettement la décroissance des coûts tokens, puisque avec ces niveaux d'intelligence rendus accessibles à tous, en tout cas en open weight, on peut commencer à les faire travailler sur l'optimisation de l'inférence et des moteurs d'inférence justement des modèles, et donc in fine diminuer le coût. Et on le voit rien qu'encore hier ou avant-hier sur les modèles existants type DeepSeek V4 et autres. En optimisant l'inférence, on passe de 100 tokens par seconde à 500 tokens par seconde à matériel égal, à flux égal en termes de requêtes simultanées. Et donc, directement, ça divise les coûts par 5. Donc, il y a un peu une ambivalence, je trouve, des fournisseurs, des modèles et du marché, où on a d'une part les hyperscalers qui subventionnent ces modèles-là, et puis d'autre part l'open qui se développe quand même à grande vitesse, et ça va s'accélérer avec cette semaine GLM 5.2. Mais du coup, Merci je sais pas qui Jonathan. donne la parole peut-être à Luc, puisque Luc, Mathieu va oui, peut-être voilà. parler avant. Oui, non, non, il n'y a pas de souci. Juste pour réagir, deux éléments. Donc, effectivement, sur cette
question de quel est le coût, ou en tout cas, même si le ROI a toujours fait partie de l'équation, souvent, en fait, on privilégiait le fonctionnement sur la base d'API et d'appels hyperscaler sans forcément trop s'orienter sur la partie open weight. Le petit open weight était privilégié dès qu'il y avait des vrais problèmes de confidentialité. C'était plus une histoire de sécurité que de coût dans la consommation, sauf à avoir des cas d'usage très particuliers enfin, pour lesquels on observait vraiment un ROI à déployer un modèle en local. Aujourd'hui, effectivement, avec l'augmentation du coût des tokens sur les hyperscalers, effectivement, on a de plus en plus de clients qui se posent la question de OK, est-ce qu'on n'envisage pas de basculer sur des modèles open weight? Ça, c'est le premier point, et ça devient de plus en plus prégnant dans les discussions, encore une fois, en lien avec l'actualité, et on sait que cette augmentation du coût des tokens, on n'en est qu'au début, donc cette guerre, on en est aux prémices. Mais ça va arriver très vite parce que, vous le savez, ça bouge énormément et très rapidement dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et deuxième point, sur le rapport coût des tokens versus ce qu'on paye en abonnement, nous, ce qu'on constate chez les clients, c'est que souvent cet arbitrage pour décider de passer ou de basculer entre l'API et l'abonnement, même si aujourd'hui le coût à l'API peut paraître plus élevé dans ce que tu décrivais, Charles-Antoine, nous, on a des clients qui font le pari inverse, entre guillemets, ou en tout cas aujourd'hui, ils le font encore. C'est de basculer notamment sur des portails pour rationaliser l'usage des licences. Parce que quand vous avez une entreprise avec 150 ou 200 collaborateurs et que vous devez payer une licence pour chacun, bah, effectivement, vous allez mixer des usagers qui sont très utilisateurs et qui vont avoir tendance à exploser ce qui est offert dans la fourchette de leur abonnement. Et puis, de l'autre côté, vous avez des utilisateurs qui sont nettement moins utilisateurs, qui consomment beaucoup moins et qui, du coup, vont avoir tendance à sous-utiliser leur licence. Et donc, du coup, il y a encore une approche qui consiste à dire, je crée un portail dans lequel je vais donner accès à un ou plusieurs modèles et à ce moment-là, je choisis de payer au coût API parce que ça reste moins cher que de payer des licences pour tout le monde. Mais probablement que, effectivement, avec l'augmentation du coût des tokens, peut-être que cet arbitrage reviendra à être mis en question. Je pense que. Merci. Oui, merci. Merci Luc. Je suis sûr que Mathieu, du côté de Craft, que ça concerne particulièrement, va pouvoir réagir aussi. Ouais, je voulais rebondir sur l'hébergement d'un GLM. Ce sont des modèles qui sont quand même massifs, même en Q4. Si je dois héberger moi-même un modèle, il faut combien au final? Tu fais combien sur 80? Non, même pas. Enfin, il faut 3-4 cartes graphiques, quoi. Il faut 3-4 GPU de taille. Ouais, puisque bah, en gros, alors je dis ça surtout pour illustrer le fait que même des acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui ici peuvent l'héberger et le mettre à disposition en API en étant non seulement souverain, mais en plus en étant moins cher que d'Anthropic. Et ça, si on est en capacité de le faire aujourd'hui, avec les optimisations qui vont nous permettre de faire les IA sur les moteurs d'inférence, ça augure une diminution des coûts et une densification de l'intelligence par euro dépensé qui est vraiment intéressante. Mais pour répondre à la question, en gros, oui, le modèle fait 800 gigas, enfin 800 milliards de paramètres. C'est un MOE, donc après, en Q4, il faut 380-400 gigas de VRAM. Ouais, donc Alors, on est quand même alors, sur des prix. on est très technique, hein, Ouais, donc oui, c'est pour ça, j'espère que, je j'espère que précisais pas, dans oui, oui. l'Assemblée, Oui, oui. C'est ça pour ça, suit, parce que, mon point voilà, était Ma pas du tout conclusion, technique. c'est qu'il Ouais. faut, si on compte aller à 10 000 balles par carte, il en faut 5-6. Donc on est quand même sur un budget pour l'héberger en local autour de 60-70 000 euros. Alors Oui, vraiment mais la plus grosse. ouais. Je veux Encore une dire, fois, je si dans la disais. mesure où je veux l'héberger tout seul sur mon modèle non mutualisé. Ouais, mais c'était pas mon point, encore une fois, je le dis, mais si on fait le calcul juste pour tout le monde, pour que tout le monde se rende compte un petit peu, euh, comme disait Charles-Antoine, en gros, un abonnement aujourd'hui chez Anthropic, 200 euros dépensés, c'est 3-4 000 euros peut-être de valeur API. Donc, partons sur 3-4 000 euros par personne. Disons 5 000, c'est plus facile. À l'année, ça fait 60 000 par an. Et là, merci à Mathieu, parce que du coup, tu me fais la transition. Là, on est en pour une train de se personne. dire qu'on Pour une personne. Pour une personne, pour une personne. Et là, on est en train de se dire qu'en fait, n'importe quel provider technique aujourd'hui, donc on parle de JSTI, on peut parler de VH, on peut parler de Mistral si vous avez envie de mettre de l'inférence de modèles open source, etc. En gros, n'importe quel acteur
qui a un billet de 100 000 à claquer à peu près, et les connaissances pour le faire, il peut héberger ce modèle-là, servir vraiment des centaines d'utilisateurs simultanés sur un serveur pour moins de 100 000 euros par an. Ça veut dire que le ROI pour ces hébergeurs-là qui feraient de l'inférence, soit il peut être énorme, soit on peut diminuer les coûts de manière drastique. Et c'était mon point, c'était pas de dire tout le monde peut le faire en local, pas du tout. Mais par contre, ça coûte vraiment de moins en moins cher de créer ce genre de fournisseur d'inférence qui, in fine, du coup, ne ferait pas du 5 000 euros par mois par user pour je sais pas combien de tokens, peut-être 1 milliard ou 500 millions, mais pour avoir des choses vraiment qualitatives de ce niveau-là. Voilà, c'est pas du tout un sujet technique que je voulais aborder là, mais pardon si ça a été interprété comme tel. Non, 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 c'est juste on partait dans des termes techniques que peut-être seuls quelques-uns. Eh ben, très bonne idée. On va prendre une question dans l'Assemblée directe. Adrien, si... Alors, malheureusement, je crois que C'est avec pas les billets possible. de Teams, exactement, je ne suis pas sûre de pouvoir faire entrer. Donc, si vous pouvez poser votre question, oui, directement dans la partie conversation. Merci, Adrien. Ok. Donc tu me dis si elle est là, sinon on bascule sur la suite et on prendra à la fin. Euh, donc on va garder tout ça en tête parce que c'est probablement un sujet qui est pas encore un sujet, enfin qui est un sujet brûlant pour les spécialistes autour de la table, qui est peut-être pas encore un sujet brûlant pour tout le monde en entreprise, mais c'est voilà, un truc à suivre impérativement dans le fil de l'année et probablement que ça va permettre de rationaliser un petit peu certains usages ou certains POC. Voilà. On va passer à la question suivante, au sujet suivant. Euh, comment ça se gère un projet? Qui pilote? Et là aussi, peut-être question pour interpeller l'Assemblée. Chez vous, dans l'auditoire, là, l'IA générative, qui est-ce qui porte le projet? Et je peux vous citer différents pendant que vous répondez. Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est les métiers qui avancent de leur côté en éclaireur? Est-ce que c'est la direction générale qui a décrété ça depuis le haut et qui a fait descendre vers le bas? Est-ce que c'est une équipe dédiée, peut-être un centre d'excellence IA, ou alors beaucoup plus diffus? Voilà. Et il peut y avoir bien entendu d'autres réponses. Je me permets de jeter un œil sur la conversation pour voir si on a des petites réponses. Alors, la direction générale dans une PME, dans une ETI, c'est DG et métier. Ok, très intéressant. Bon, malgré le nombre de participants, il y a que Raphaël qui est là. Donc, merci infiniment à notre auditeur préféré. Et donc, on va se tourner vers nos panélistes, comme on dit. Euh, on entend souvent que la DSI freine l'adoption de l'IA. Euh, alors, je vais être politiquement incorrect, ou plus exactement qu'elle s'est contentée de cocher une case dans un formulaire d'un éditeur de Redmond pour dire, ça y est, l'IA est déployée, chef, c'est bon, j'ai fait le job. Et donc la question qu'on pourrait se poser là, et vous pouvez tout à fait me contredire, vous avez vu quoi, vous? Est-ce que c'est la DSI qui bloque? Est-ce que c'est la DSI qui porte? Est-ce que ça doit démarrer à la DSI? Comment vous voyez ça dans vos différents projets? Moi, Allez, je peux commencer si vous voulez. vas-y. Euh, alors, je pense que déjà, il n'y a pas une seule réponse, que ça dépend énormément des contextes politiques et personnels de chaque DSI. Bon, empiriquement et le plus fréquemment, les DSI sont pas du tout les obstacles, c'est plutôt ceux qui nous accueillent avec bienveillance et des gros espoirs pour qu'on fasse comprendre aux COMEX que si ça avance dans un sens ou dans l'autre, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'il n'y a pas forcément les moyens, l'organisation, la priorisation des sujets qui va bien, et que, et que les solutions qui peuvent être privilégiées par la direction sont pas forcément les meilleures ou la meilleure manière d'y arriver. Parce que souvent, les COMEX peuvent comprendre, il y a ChatGPT, ça marche, go.
Et puis derrière, parce qu'on a un marteau, tous les problèmes sont des clous, quoi. Donc souvent les DSI, en tout cas chez nous, apprécient pas mal qu'on fasse un peu de vulgarisation côté DG et autres et même des RH hein, et par rapport au RSE et compagnie, dérisquer un petit peu déjà l'appréhension que les gens peuvent avoir de l'IA. De dire, bon bah déjà on va pas remplacer votre job, on va déjà essayer de vous libérer du temps pour que vous, être humain, vous exploitiez votre valeur humaine et pas que vous fassiez des copier-coller toute la journée. Et ça, c'est de la conduite de changement. Donc, après, je peux. Enfin, vas-y, Mathieu, si tu veux. C'était dans l'ordre, je crois que c'est Luc qui a tiré avant. Oui, non, juste pour réagir, moi ce que je constate, alors ça dépend effectivement étroitement de la taille de l'entreprise et de sa structuration. On intervient dans des PME pour lesquelles la partie DSI n'existe pas et donc évidemment les sujets d'IA sont portés par les métiers ou la direction, mais pas par un DSI parce qu'il n'y en a pas. Et puis effectivement des entreprises beaucoup plus structurées où là effectivement l'existence du DSI se pose sur la partie gestion des projets ou accompagnement de déploiement des projets IA. Et effectivement, je rejoins effectivement les propos de Jonathan. Effectivement, dans ces cas-là, ils nous voient arriver comme des sauveurs entre guillemets, parce qu'en fait, ils sont pris dans un étau existentiel aujourd'hui. Ce qu'on constate et ce qu'on voit ressortir aussi dans les études, hein, c'est qu'aujourd'hui, les DSI, on leur met la pression pour l'avancée du déploiement de solutions IA. Donc, il faut qu'ils délivrent du ROI, il faut qu'ils délivrent de l'efficacité, de la performance opérationnelle au travers du déploiement de solutions IA. Trois quarts des DSI, hein, dans une étude de Dataiku Harris, hein, indiquent que, c'est tout récent, hein, estiment que leur poste va être menacé s'ils n'obtiennent pas des gains mesurables avec l'IA dans 2 ans. Donc, ils ont effectivement cette vraie pression d'obtenir de la performance et en parallèle, ils doivent porter aussi tout le risque lié au déploiement de solutions IA. Donc, c'est tous les risques liés aux fuites d'informations, au paramétrage des solutions, etc. Donc, ils sont étirés entre je dois déployer des solutions, accompagner, augmenter la performance opérationnelle des équipes. Et à côté de ça, je dois tout faire que il y ait une diminution du shadow IA et des risques liés à l'utilisation de ces outils. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, j'ai envie de dire, c'est pas est-ce qu'ils freinent ou est-ce qu'ils poussent, c'est qu'ils font les deux. Il y a des volets de déploiement sur l'IA, notamment en lien avec tout ce qui est la cybersécurité, sur lesquels ils vont freiner parce que, il y a des enjeux qui ne sont pas tout le temps maîtrisés de ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, ils ont besoin de répondre opérationnellement avec le déploiement de solutions pour accompagner les besoins des métiers. Et ça va dans le même sens, c'est-à-dire que si c'est pas fait par la DSI et si elle s'empare pas du sujet, ils vont laisser le champ ouvert à tout ce qui est Shadow IA, Bring Your Own AI, etc., etc. Donc tous ces sujets-là qui vont encore exposer un peu plus les données de l'entreprise. Merci Luc. On va revenir sur ce sujet de Shadow AI juste après ce que Mathieu a à nous dire. Ouais, je vais faire plus court parce que je pense que je suis pour le coup entièrement aligné. C'est-à-dire que la DSI, quand il y a du Shadow IA, elle peut prendre le sujet en main pour rationaliser, typiquement, pas 25 ans de ChatGPT, Claude dans tous les sens, dire OK, je vous propose une solution. Mais typiquement en termes de ROI, c'est plutôt un ROI de DSI, c'est-à-dire, je vais pas qu'à m'intéresser à la productivité, mais moi, en tant que DSI, mon ROI, c'est que mon système d'information soit sécure et je sais le contrôler. Donc, c'est bien pour lui de pouvoir proposer une solution d'IA globale euh, à ses employés, enfin ses employés, ses collaborateurs. L'ADG, je suis entièrement d'accord, c'est lui qui a la responsabilité d'enclencher la réflexion. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va dire ce qu'il faut faire, mais il faut dire, pardon, oh putain, j'ai un peu de bon chez moi. Qui va dire, il faut amener des gens, tout le monde dit comme nous, pour aider à mettre un peu du tri et voir ce qui pourrait être impactant. Et puis derrière, je dirais que les métiers, c'est eux qui vont faire pour moi, le pilotage. C'est eux, plus on va se verticaliser dans une solution avec ROI, plus on va être proche des métiers. Et donc, plus on va travailler avec eux pour faire la solution. Donc, pour répondre un peu comme tout le monde, ça dépend et un peu les trois, quoi. Mais avec des rôles, je pense, qui sont assez identifiés au final.
Merci beaucoup tous les trois. Donc effectivement, sans DSI, c'est juste pas possible et c'est même extrêmement dangereux en l'occurrence. Après, ça peut effectivement démarrer par différents endroits et d'ailleurs possiblement en binôme de manière non exclusive sur l'ensemble. Ouais, Luc, tu voulais... Oui, je voulais juste réagir, mais effectivement, je rejoins la conclusion que tu étais en train de produire, à savoir que ce qu'on voit en tout cas, c'est que, et ça a été souligné par Jonathan également, quand le projet est uniquement porté par la DSI, enfin pardon, c'est pas Jonathan, c'était l'intervenant qui intervenait sur la table précédente, quand les projets sont portés uniquement par la DSI, on se retrouve avec des enjeux technologiques où on va aller se faire plaisir, etc. Et on va proposer des solutions qui répondent pas forcément au cas d'usage et au métier. Et donc, c'est pour ça que même si la DSI doit être évidemment embarquée, ne serait-ce que pour ces problématiques de cybersécurité, dans tous les cas, il est préférable d'avoir des champions, des porteurs ou des comités IA qui vont intégrer étroitement les métiers parce que c'est eux qui vont utiliser ces solutions et ça soulage et ça facilite aussi. Pareil, un point qui a été énormément souligné sur cette table ronde, la première table ronde qui a eu lieu, c'est tous les enjeux d'accompagnement, de conduite du changement et d'adoption des solutions. Ou plutôt on met les métiers dans la boucle, ou plutôt on garantit l'adoption d'un projet qui, et vous le savez pour ceux qui ont commencé à travailler sur le déploiement de solutions IA, peut rapidement devenir très coûteux. Et donc, si on veut garantir l'adoption, il faut embarquer les métiers dès le début. Luc, excellente transition, je te remercie infiniment. D'ailleurs, ça nous permet de passer dans la séquence suivante qui est la dernière. Donc, un outil déployé, effectivement, c'est pas nécessairement un outil adopté. Avoir ce centrage humain, alors je pense que je parle pour tous les débatteurs, mais et de mon côté aussi, c'est démarrer par les humains, par ce qu'ils vivent, et aller chercher les problèmes qui ont de l'intérêt à être résolus, premièrement, et voir s'il y a les réseaux ou pas, accessoirement. Mais ça vient aussi heurter un autre petit sujet qui est le Shadow AI que vous avez évoqué. Et donc voilà, cet usage, il existe déjà, souvent parce que les gens découvrent l'IA générative probablement à titre privé avant de le découvrir en entreprise. Et donc se sont déjà forgés un certain nombre de réflexes. Et si l'IA qu'ils ont en entreprise n'est pas au niveau de l'expérience qu'ils ont vécue chez eux, la tentation est extrêmement grande. Voilà. Donc, petit sondage là pour l'auditoire. Alors, je ne sais pas si l'auditoire est très féminin ou pas, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de mettre la question au féminin. Euh, qui utilise un outil d'IA pour son travail sans que ce soit officiellement validé par la boîte? Alors, on a formulé la question comme ça. Merci Julie, génial. Euh, on a formulé la question comme ça pour pas vous mettre en défaut de j'utilise un outil d'IA qui est interdit par la boîte. Donc on joue sur la zone grise. C'est pas officiellement interdit, mais c'est pas officiellement reconnu. Voilà. Donc est-ce que alors juste avant de donner éventuellement la parole, euh, mais je crois qu'on avait dit que c'était difficile de vous donner le micro. Ouais, Raphaël, oui, oui, je le fais, mais je le fais pas avec des sensibles, bravo. C'est bien, on ira, on ira rapporter ça. Ok, donc avançons avec nos débatteurs. Dans vos déploiements, tous les trois, vous le voyez comment on finira par Mathieu, parce que Kraft... Ah bon, tant pis, il a lancé un premier. Parce Ah, que... c'est bon, je termine. Non, mais parce que en fait, vous proposez des solutions composites possiblement, donc ça peut contenter peut-être un petit peu, voilà. Mais pour les deux autres, là, pour Jonathan et Luc, vous le voyez ça, ce Shadow AI de manière très proéminente et comment est-ce que ça se traite? Vas-y, Luc. Oui, alors effectivement, oui, c'est quelque chose qui était qui est très prégnant dans les entreprises. Oui, effectivement, je rejoins aussi l'hypothèse émise, hein, qui est que la plupart des gens, on découvre par le biais de leurs ados, etc., l'existence de l'intelligence artificielle générative, on comprend ce qu'on peut en faire à titre perso et on le déporte dans l'environnement professionnel, évidemment. Euh,
ce qu'on voit aussi, c'est que, et ça a été ressouligné aussi pareil sur la table ronde numéro 1, c'est que quand on déploie des solutions en entreprise, si l'expérience d'utilisation est trop éloignée de ce qu'on a l'habitude de voir, ben, effectivement, on va se retrouver avec du BYOAI, donc du Bring Your Own AI, c'est-à-dire que vous allez ramener dans votre environnement professionnel votre solution, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, alors que ce soit un assistant conversationnel généraliste ou un outil quelconque qui s'appuie sur de l'IA, vous allez le ramener dans votre quotidien professionnel parce que ben, vous y voyez un véritable intérêt. Et si ce n'est pas un outil qui a été intégré dans le cadre d'une charte AI ou par le règlement intérieur, ou quelle que soit chez vous la façon dont on prend le cadre réglementaire de l'utilisation de ces solutions dans votre entreprise, ben effectivement, vous allez communiquer et donc faire ça en shadow AI et ça fait enfin, ça vous fait reposer sur vos épaules à vous en tant qu'utilisateur les risques que vous prenez au travers de l'utilisation. Donc ça, c'est des choses qu'on voit très couramment. Et effectivement, nous, on démarre systématiquement par des audits anonymes quand on rentre dans les entreprises sur les usages et on demande aux collaborateurs, donc ils se réfèrent pas à leur entité, mais ils nous parlent à nous en tant que consultants extérieurs. Donc, ça libère aussi un peu plus facilement la parole puisqu'ils savent qu'on vient pour les aider. Donc, si on peut pousser auprès de la DSI ou de la direction des évolutions dans le cadre de ce qui a été figé dans l'entreprise, ben, ils sont, voilà, ça les intéresse particulièrement. Donc, on a cet avantage d'être un tiers extérieur qui va pouvoir prendre les doléances et reformater tout ça pour faire évoluer l'environnement IA de l'entreprise. Ça fit un peu mieux potentiellement quand c'est le cas et quand c'est légitime évidemment hein, avec les attentes des collaborateurs. Donc, c'est pas un audit punitif, c'est juste un petit sondage pour finalement relever le pourquoi vous faites ça et pourquoi vous le faites pas sur l'IA officielle et de fait introduire des feature requests possiblement sur le système. Merci Luc. Jonathan, Exactement. tu as aussi une réaction ou est-ce que, comme tu n'as pas levé la main, je Oui, t'interpelle oui, plus? bah, parce que ça faisait 2 fois que je commençais, donc je me suis dit, je vais être poli. Euh, non, mais, et d'ailleurs, au passage, je trouve que les illustrations de cette table ronde sont vraiment extraordinaires. Voilà, je tenais à le dire avant avant de faire ma réponse. Bon, Comme disait Luc, je suis assez d'accord. Je pense que le Shadow AI existe parce que aussi il y a pas forcément de cadre et donc tout à l'heure ça a été évoqué rapidement. Le, donner un axe avec une charte, des gros axes directeurs d'une stratégie IA, c'est très bien. Il y a des questions dans le chat sur comment on fait pour gérer plusieurs niveaux. Nous, très souvent, ce qu'on dit, c'est, bon, déjà, comme on l'a dit, un, ça peut coûter cher, et deux, le niveau est très, très hétérogène. Pour autant, on a tous vocation, en tout cas, sur beaucoup de cas d'usage, on a tout intérêt à ce que nos collaborateurs deviennent experts du couple usage de l'IA pour leur métier. Parce qu'il y a un outil, il faut savoir l'utiliser, et plus les outils seront mieux utilisés, mieux ce sera. Et donc forcément, on peut se dire, bah, on a vocation à faire grandir tous nos collaborateurs sur un niveau d'usage qui est très avancé, mais on n'a pas envie que ça nous coûte une blinde avant que le ROI soit vraiment démontré. Et donc, ce qu'on peut faire quand il y a des usages qui ne sont pas forcément très sensibles en interne, c'est faire déjà des comptes partagés. On fait un compte partagé, on ouvre une licence pour par groupe de 3 4 personnes. Ça peut faire le job. Et avec encore les licences subventionnées, comme c'était évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, on a encore des ratios d'augmentation qui sont très forts. Et donc, même quand on prend pas l'abonnement à 20 euros par mois d'Anthropic, mais qu'on prend celui à 90 ou à 200, clairement, l'augmentation des quotas n'est pas linéaire. Un effet de contexte aussi, c'est qu'Anthropic vient de se prendre un procès euh, parce que justement, certains utilisateurs aux États-Unis soupçonnent que quand ils vendent du x20 en quota, c'est pas réellement le cas. Donc, je peux vous dire que ça, plus Fable, qui est interdit, ils ont du compute. Donc, le marché dit ils sont en train d'entraîner la nouvelle version de Mythos puisqu'ils ont du compute des dispo. L'autre alternative, c'est bah, comme ils ont un procès et du compute, peut-être qu'ils peuvent aussi augmenter réellement les quotas et avoir des prix vraiment pas chers pour l'inférence. C'est là où, bon, ça c'est contextuel, hein, peut-être que dans 3 semaines ce sera pas le même discours, mais, euh, mais voilà. Donc l'axe, la merci. gouvernance et être proactif sur le management de ces outils-là. Merci Jonathan. Juste avant de donner la parole à Mathieu, sur la partie anthropique, ce que je comprends, c'est qu'ils ont du compute pour de l'inférence. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de compute pour de l'entraînement. Du moins, c'est le leur et Colossus qu'ils utilisent chez Musk, c'est essentiellement de l'inférence, si j'ai compris.
Ouais, bah, c'est ça, mais ceci dit, tu vois, il y a pas mal de choses dans la théorie de l'entraînement qui commencent à arriver, qui permet de découper en différents blocs séquentiels les entraînements. Yes. Et donc Parce que bon, quand bien même on a des GPU qui sont optimisés pour l'inférence, ce qui change, c'est vraiment que c'est du très bon débit mémoire, c'est toujours utile. Donc les entraînements seront peut-être un peu plus lents parce que pas le même algorithmique d'entraînement et autres. Mais bon, ça reste des super machines, donc je pense que ils arriveront Ouais, en dépensant 1 milliard de compute par mois, je pense qu'ils trouveront de quoi rentabiliser, quoi. 1 milliard, juste. Comment tu vois, comment on peut tranquillement sortir ce chiffre, c'est hallucinant. Merci Jonathan. Mathieu? Ouais, j'avais un avis un petit peu différent sur le Shadow AI. Je pense qu'il faut effectivement séparer ce qu'on a évoqué, de l'usage généraliste accessible qu'un collaborateur pourrait faire ses prompts. Sauf, oui, comme tu l'as évoqué, ce qui m'intéresse souvent, c'est transformer des métiers ou des process métiers. Et donc là, c'est pas juste j'ai accès à un prompt, bloquer quelque chose, mais il faut transformer un process métier. Et là, en fait, bah, on peut pas le faire ou quasiment impossible en Shadow AI parce que c'est un métier, enfin, c'est un métier à part, c'est une expertise qui demande de transformer, de s'intégrer aux outils. Donc, sur les usages généralistes, oui, on en a vu. Je le disais, c'est typiquement rationalisé par les DSI. Sur les process métiers, assez peu, parce qu'on rentre dans une complexité telle bah, que c'est impossible pour un collaborateur de le faire. C'est vrai. J'aimerais juste, il y a quand même un effet qu'on peut voir avec des outils un peu low-code, no-code, que des gens le font. Et c'est un peu l'effet macro Excel qui revient, ça on l'évoque régulièrement. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui commencent à faire bah, des pipelines ou des choses un peu dans leur coin. Alors, est-ce que c'est de la shadow ou je sais pas, mais en tout cas, on commence à avoir des tas de pipelines organisés de manière un peu organique. Et je sais pas s'il y en a qui ont vécu ou qui vivent la, découvrir une boîte qui se base sur des macros Excel, mais ça tient pas bien, quoi. Et je pense qu'ils apprennent de ça et que l'IAGEN, il y a cette perception-là et qu'on essaie de faire les choses assez bien, assez vite. Mais par contre, ça, on peut voir. Encore. Ok, merci Mathieu. Luc? Oui, juste pour rebondir effectivement sur ce que vient de dire Mathieu, effectivement, on voit beaucoup de Shadow AI sur toute la partie assistant conversationnel généraliste dès lors qu'on va choisir un outil qui n'est pas aussi performant ou en tout cas qui ne correspond pas aux habitudes d'utilisation des collaborateurs. Il y a aussi des gros dramas quand on fait des migrations parce que tout d'un coup, tout le monde utilisait plus ou moins du ChatGPT gratuit et puis tout d'un coup, on dit, ah ben non, l'entreprise, elle choisit de basculer sur du Mistral. Et bah, effectivement, l'expérience utilisateur n'est pas tout à fait la même. Je ne parle pas de la puissance des modèles, hein, parce que quand on sait prompter correctement sur la plupart des tâches de traitement du langage naturel, on aura des résultats aussi performants avec du Mistral qu'avec n'importe quelle autre solution, Cocorico. Mais par contre, effectivement, sur les process métiers et la transformation, effectivement, là, on va être obligé, et il y a beaucoup moins de shadow AI, et pourtant, quand même, on rencontre, notamment effectivement avec ce que vient de souligner Mathieu, et ça rejoint une question qu'a posée Raphaël dans le chat. Effectivement, on va se retrouver avec des solutions conversationnelles qui ne répondent pas réellement à cette envie d'automatiser, d'accélérer le process complet ou la transformation d'un processus. Et donc, on va intégrer des solutions dites low-code ou no-code parce qu'on est un utilisateur métier et qu'on ne sait pas développer ou coder. Et dans ce cas-là, on va utiliser des solutions du N8N qu'on va pouvoir plus ou moins déployer, où on se débrouille en suivant. On a rencontré ce type de cas, nous, ça arrive de temps en temps. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des accès API pour pouvoir se connecter sur les outils métiers. Et donc, forcément, ça quitte l'univers du Shadow AI parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui sait que Martin, dans son coin, il est en train de développer quelque chose. Mais du coup, effectivement, il y a ces vrais enjeux. Et la bascule, c'est avec l'arrivée de ces agents déployés desktop, hein, donc la possibilité d'automatiser ou d'accélérer des process complets sans être uniquement en mode assistant conversationnel avec du Cloud Cowork, du Copilot Cowork, etc., etc. Et alors, sur du Copilot Cowork, comme on est dans des licences Microsoft 365, il y a forcément un admin du tenant qui est au courant qu'il y a un utilisateur qui commence à faire ça. Donc, on n'est pas complètement dans du Shadow AI, mais sur du Cloud Cowork, par contre, ça peut être le cas avec du Cloud Desktop installé. Et là, effectivement, on est aussi dans de l'accélération de process, plus uniquement du conventionnel, et on se retrouve avec du Shadow AI.
Exactement. Ou du Claude Code, hein, directement, d'ailleurs. Oui, Mathieu, et après, Ouais, on fera une conclusion, si vous voulez bien. ouais, je voulais rajouter parce qu'on parle d'automatisation, de choses faites un peu à la main, mais ça reste un projet d'IA et ça s'évalue les performances d'un projet d'IA. Quand on parle du ROI, nous, quand on fait des projets, le plus vite possible, on met un benchmark en place pour dire comment la solution va évoluer. Et ça, je peux garantir que je ne l'ai jamais vu faire par personne. Dans les Shadow AI, je parle. Je parle les vrais qui savent, oui. Mais spontanément, elle va dire, ouais, ça va, ça marche. Bah, de combien? C'est quoi ta fiabilité? Bah, tu le sais pas. Et c'est d'autant plus important que les modèles, ils vont changer tous les 3 mois, quoi, tu vois, bah, au max. Et donc, avec l'instabilité que ça a, peut-être que tes performances sont changées, tu sais pas. Donc, ce pilotage à l'aveugle, c'est quelque chose aussi qui est un gros, gros problème pour moi du Shadow AI. Yes. Ok. Luc, Ouais, ouais, ouais. je te laisse dire ce que tu veux dire, mais au travers d'une autre question, donc tu diras peut-être autre chose. Donc, juste, merci beaucoup à vous trois. Et une phrase. Donc, une phrase, c'est pas 10 minutes. Si vous deviez donner un seul conseil, et alors, sachant que vous n'allez probablement pas donner le même, donc à la fin, l'auditoire va repartir avec 3 conseils de grande valeur. Donc, si vous deviez donner un seul conseil à une organisation qui veut franchir, voilà, qui veut aller vers un déploiement pérenne cette année, alors pérenne, on ne sait pas combien de temps, mais vous diriez quoi? Embarquez vos collaborateurs dès le début du projet. Ok, ça c'est super. Ouais, moi, je dirais d'instaurer un climat de confiance et de culture du test et du fail, c'est-à-dire de se dire, OK, on budgète un montant, ça peut être 30 euros, ça peut être 100 euros, enfin, sur un mois par exemple. On se dit, on s'autorise à ce que c'est de l'argent pour tester et pour expérimenter. La curiosité et le droit de faire sans se faire punir. Ok, génial. Exactement. Ouais. Merci. Mathieu? Moi, c'est la mesure. C'est mesurer le ROI. Donc, Ouais, performance, impact. Si on ne sait pas mesurer, on ne pourra pas le pérenniser dans le temps. c'est exact. Et sachant que dans le calcul du ROI, le plus dur, c'est le numérateur. Ouais, Combien ça coûte, c'est relativement facile, même si c'est une fonction croissante dans le temps, je pense. Mais combien ça rapporte? combien ça rapporte, c'est toujours un peu compliqué. Merci beaucoup à vous trois. Ces éléments-là vont nous rapprocher de la suite, puisque on va aborder des aspects réglementaires, gouvernance, et c'était un petit peu en filigrane ce que vous venez d'évoquer. Et donc, ici, la rue Cognac-Gay, je rends la parole à Pauline, qui n'est pas dans Paris. Oui, c'est Exactement. segmentant hein, comme intervention, je suis désolé. Là, on voit ceux qui. Voilà. Il y en a. Voilà, Luc a Euh, je, rigolé. je Vas-y, pense Pauline. que toutes les questions ont été répondues, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas ouais, à les ajouter dans la partie conversation, dans la partie l'onglet Q&R.